Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons observer comment fonctionne le playground, qui est l'espace de jeu, un bac à sable dans lequel on peut développer en Swift sous Xcode 6. Rappelons que Swift est le nouveau langage de développement fourni par Apple avec Xcode 6 qui est pour l'instant en version bêta. Alors exécutons Xcode, choisissons un workspace et créons un nouveau fichier Parmi les choix proposés, on peut observer qu'il est proposé de créer un fichier de type playground qui est exactement celui que l'on cherche. Alors, il nous propose de sauver ce fichier, effectivement, de le nommer la première fois qu'on le crée. Laissons les valeurs par défaut. Et nous voici donc dans ce fameux playground, cet espace de jeu ou ce bac à sable. Alors, un certain nombre de constructions sont disponibles. Bien sûr, on peut déclarer des variables, comme c'est fait ici, les manipuler. Et l'on peut observer évidemment que, en partie droite, eh bien, on peut visualiser l'état de la variable, par exemple. Alors essayons de faire quelque chose d'un peu plus intéressant. Par exemple, créons une variable. Alors ici, j'ai choisi une variable nommée b. Je l'initialise à 10. Il faut être conscient que c'est une variable qui va pouvoir évoluer dans le temps. Donc je l'ai déclarée en tant que var. Je n'ai pas déclaré son type, mais il y a l'inférence de type dans Swift qui fait que, en fait, b est simplement une variable de type entier. 10 est un littéral de type entier, donc on en déduit que b est une variable de type entier. Il est inutile de préciser son type. Créons une petite boucle. Donc, par exemple, nous avons la syntaxe for i in 0 3.100 qui signifie simplement que ce que l'on souhaite faire, eh bien, c'est faire varier la variable i de 0 à 100, y compris 100. Si l'on utilise la syntaxe 2 points au lieu de 3 points, ben simplement c'est l'intervalle habituel de 0 à 100 non compris, donc de 0 à 99, sans itération de la boucle. Alors comme on peut le voir ici, quand j'ai initialisé la variable b à 10, bon, ben, la valeur de cette expression est bien 10. Pour la boucle, on s'aperçoit que l'instruction b plus égale 10 a été répétée 101 fois. 0 à 100, y compris 0, y compris 100, donc 101 fois. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir regarder ce qu'il se produit au cours du temps à l'exécution du programme. Donc si je clique sur le petit bouton qui était situé à droite du texte qui m'indiquait que la boucle était répétée 101 fois, mais je vois apparaître une troisième colonne qui est ce qu'on appelle la timeline, donc la ligne de temps de l'exécution. Et ce que je vois ici, puisque j'ai activé la timeline pour cette instruction, c'est l'évolution de la variable associée à cette instruction, b plus égale 10 ici, au cours du temps. Et je peux me placer à différents endroits au cours du temps et observer l'évolution de la variable, comme on le voit. Alors ici, je clique sur les flèches pour passer d'une itération à l'autre de la boucle, où je sélectionne simplement un point dans le temps, par exemple celui-ci, pour sélectionner un intense spécifique, l'observation. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir observer par exemple eh bien, le lien qu'il peut y avoir entre différentes variables. Alors ici, je n'ai pas fait quelque chose de très intéressant, mais on va simplement faire varier la valeur de b, non plus
aussi stupidement, mais en introduisant une autre variable qui est la variable R ici. Alors pardon, ça n'est pas une variable, bien sûr c'est une constante. Il m'est interdit de la modifier. J'introduis une constante à chaque itération qui s'appelle R. Bien sûr, ceci aussi est répété 101 fois. Et puis, je vais simplement modifier le code pour l'exécution, pour la modification de la variable B, en lui ajoutant quelque chose qui est compris entre -5 et 5. Voici l'évolution de la variable B. Donc cette fois, c'est plus intéressant, disons. Et puis, je peux aussi lui adjoindre l'observation de la valeur de la variable R. Donc R a pris des valeurs dans l'ensemble des entiers habituels. J'ai utilisé une fonction du C, donc on voit que dans Swift, on peut appeler des fonctions C sans aucun problème. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais pouvoir observer l'évolution d'une variable en même temps que l'autre. Donc je sais qu'en ce temps particulier, quand la variable R a pris la valeur 1,589, etc., 10 puissance 9, alors j'ai obtenu au même moment la valeur -12 pour la variable B. Donc on observe, durant l'itération, l'état des différentes variables. Alors maintenant, on va voir qu'on peut observer des choses plus intéressantes encore, comme des effets graphiques. Alors bien sûr, je peux terminer l'observation de mes variables. Il suffit simplement que je ferme les observations que j'avais pu construire. Et puis, je vais me créer des variables intermédiaires. Donc j'ai d'abord besoin d'une constante qui est un objet de type rectangle. Alors, comme on le voit, NSRect, qui était une classe Objective-C, l'est encore, mais est accessible directement en Swift avec une syntaxe. Plus besoin de faire de new, il suffit d'instancier une classe en appelant la classe. Et puis, en utilisant l'initialiseur qui lui correspond. Alors je vais me déclarer un rectangle, disons de taille 200 par 200. Très bien. Je souhaite simplement afficher un rectangle. Alors, on va voir d'abord que je vais introduire une variable que j'appelle red ici, qui me permet de représenter la valeur du canal rouge dans le modèle RVB des couleurs, et que je vais vouloir dessiner à l'écran un rectangle rouge dont le niveau de rouge est effectivement contrôlé via cette variable. Donc ici, je le fais de façon externe pour éviter de s'encombrer l'esprit avec d'autres considérations. On intégrera cette variable rouge à l'intérieur de la classe plus tard. Alors pour créer une classe en Swift, il suffit de prendre la syntaxe suivante, classe, le nom de la classe, deux points, le nom de la classe qu'on souhaite étendre. Alors ici, qu'est-ce que je souhaite faire? Eh bien, je souhaite surcharger la méthode permettant de dessiner une NSView. Donc on sait ça, qu'il existe la méthode drawRect, et en tapant directement le nom de la méthode drawRect, ou son préfixe, eh bien il m'est proposé effectivement la méthode drawRect ici, entre autres, puisque c'est celle qui m'intéresse. Évidemment, il y a une annotation spécifique pour les méthodes qui sont surchargées, qui est override, func étant le mot-clé pour introduire une fonction. Si je tape le préfixe d'une fonction préexistante dont j'hérite, l'éditeur me rajoute immédiatement les bons mots-clés. Alors qu'est-ce que je vais faire dans drawRect? Pas grand-chose d'intéressant, ce n'est que la création d'une couleur. Alors je vais simplement instancier la classe NSColor.
Alors, il y a différentes façons de l'instancier, bien sûr, mais avec rouge, vert, bleu. Donc, je vais choisir la valeur pour le rouge, eh bien, c'est ma fameuse variable globale rouge. On modifiera ce comportement plus tard si on ne le trouve pas plaisant. Pour le vert, eh bien, je vais décider que ce sera toujours 0. Pour le bleu, toujours 0. Et pour le canal alpha, pas de transparence. Donc l'opacité complète. Une fois que j'ai fait ça, il suffit de fixer la couleur dans le contexte graphique. Et puis, simplement d'appeler une méthode adéquate pour remplir un rectangle Alors, une fois qu'on a créé une classe, il faut instancier cette classe. Cette fois-ci, je vais me créer, pareil, une variable qui va désigner un objet de type CustomView, que je dois initialiser avec un objet frame, un S-rectangle en tout cas. Alors comme on le voit, l'initialisation de la CustomView a été déduite de l'initialisation de NSView, puisqu'on n'a pas surchargé d'initializer, donc on suppose qu'il existe un initialiseur, enfin, on va aller chercher des initialiseurs dans la superclasse. Donc jusqu'ici, aucun problème. J'ai bien instancié ma CustomView. Alors il ne me reste plus qu'à l'afficher. Il y a là plusieurs façons de faire, mais ce qu'on souhaite obtenir, c'est simplement une observation dynamique. D'abord, j'aurais très bien pu obtenir son affichage de la façon suivante. Si je demande ce que c'est que MyView, je peux l'observer ici avec un Quick Look. Donc là, il n'y a aucun problème. Hein. La couleur par défaut du canal rouge était 0, donc on obtient bien un noir. Si je modifie et que je mets pour la couleur rouge 1, 0, et bien dans le Quick Look, je vais voir apparaître mon rectangle, mon carré rouge. Revenons à l'état antérieur, mettons 0, et puis continuons. Alors ce que je souhaite faire, encore une fois ici, c'est simplement visualiser dynamiquement la modification de cette vue. Alors pour ça, il y a un package spécial à importer, qui est le Xcode Playground. Donc le X est Playground, on importe ce package. Et puis une fonction particulière peut être appelée, qui est le Xcode Playground ShowView, et qui permet effectivement d'appeler, de faire, enfin disons, de nommer une vue de debug, donc appelons-la ma vue, et puis de choisir quelle est la vue effective, la variable de type NSView qu'on souhaite afficher. Et comme on le voit dans la partie affichage à droite, apparaît un affichage timeline où on voit, où on observe, donc qui est intitulé ma vue, et où on observe effectivement l'affichage de MyView. Alors ce qui est intéressant ici, cette fois, c'est qu'on va fabriquer une boucle. On va répéter 100 fois par exemple. On va calculer une valeur. On va dire que le rouge, c'est I sur 100. Et puis, à chaque fois que, donc rappelons que la variable rouge est une variable globale qui contrôle le canal de couleur de la vue. Alors ici, on s'aperçoit qu'on a une erreur de type. L'interpréteur, compilateur n'est pas content. Effectivement, le compilateur, l'interpréteur a déduit que i est une variable de type entière, puisque je faisais varier entre 0 et 100, et donc je ne peux pas diviser une variable entière avec une variable flottante, pour obtenir une variable flottante. Donc mon erreur provient simplement du fait que j'aurais dû faire varier mon itérateur à l'aide de double.
Alors maintenant, une fois que j'ai modifié la variable qui contrôle le rouge, il me suffit de redemander l'affichage de la vue. Et comme on peut effectivement l'observer, eh bien ceci se produit dynamiquement et on voit l'effet obtenu. Alors si je contrôle la variable rouge, eh bien je vais pouvoir effectivement me déplacer dans le temps et observer effectivement quel était l'effet sur la variable rouge à ce moment-là, la variable red, sa valeur, mais l'effet induit aussi dans cette itération de la boucle pour la variable myView, et donc la couleur effective du carré. Alors évidemment, on contrôle maintenant tout cela par l'intermédiaire d'une variable extérieure, une variable globale. On contrôle le canal de couleur via une variable globale. Eh bien, on va modifier ça. Alors comment est-ce qu'on aurait pu déclarer ça un peu mieux? Alors on va supprimer d'abord l'affichage de l'ancienne variable. Tout ça ne me sert plus à rien maintenant. J'aurais pu modifier la classe, enfin, disons supprimer la classe, mais ça n'a aucune importance, je vais en déclarer une autre. Donc je vais me déclarer une autre custom view, descendant de NSView, dans laquelle il y aura effectivement la même surcharge à peu près pour la méthode drawRect, mais simplement ce que je veux ici, c'est faire apparaître une variable rouge en tant qu'attribut. Alors, cette fois, je dois, puisque c'est un attribut, faire apparaître le type de cette variable. Et je dois évidemment prendre soin d'initialiser correctement la classe. Alors pour ceci, je vais utiliser un initialiseur adéquat. Donc je sais que pour initialiser une SView, il y avait entre autres une méthode init qui me permettait de recevoir un rectangle. Et donc on va simplement faire un appel à l'initialiseur de la superclasse. Et puis ici, le compilateur m'indique qu'il reste encore un problème, c'est que je dois initialiser red. Et contrairement à ce qui est fait dans d'autres langages comme C++, je suis censé initialiser les attributs de la sous-classe avant ceux de la superclasse. Alors, maintenant je vais faire en sorte, je vais utiliser une autre construction Swift qui me permet simplement de contrôler plus finement la variable red. Bon, la variable red, je souhaiterais bien qu'elle utilise des valeurs comprises entre 0 et 1, mais moi je préférais contrôler ça à l'aide de valeurs comprises entre 0 et 100. Donc ce qu'on va créer, c'est simplement une propriété calculée que j'appelle red cette fois, et sans le underscore, qui sera du type double et dont la modification passe à la fois par des getters et des setters. Alors qu'est-ce qu'on fait dans le set de la variable de l'attribut calculé red? Et on va se débrouiller simplement pour que si une valeur est passée en paramètre de ce setter, qui est nécessairement une variable de type double, avec un nom implicite qui est new value, eh bien on va simplement, puisque la valeur, elle, sera comprise entre 0 et 100, on va simplement se débrouiller pour la diviser par 100. Une fois que l'on a opéré de cette manière-là, il ne manque plus qu'à rajouter la méthode get, qui elle fera quoi? On verra simplement red multiplié par 100. Bon, du point de vue externe, cette variable sera modifiée
pourra être utilisé avec des variables comprises entre 0 et 100. Alors, toute modification de la valeur devra déclencher, bien entendu, l'appel à display. Donc, je rajoute dans le dans le setter de la variable de l'attribut calculé, et bien l'appel automatique à display. Donc, cette fois, je vais pouvoir créer ma seconde vue, qui sera un objet de type HanoverCustomView, que je dois initialiser avec une frame. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Et puis, il me suffit simplement de faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire de créer une visualisation pour cette variable-là. Pour la vue adéquate, donc c'est-à-dire myView2. Et puis, de réaliser une boucle comme il a pu être fait tout à l'heure. Alors cette fois, on va simplement utiliser le getter pour myView2, le setter pardon, sur myView2, et donc je vais simplement appeler red égale i. Cette fois, on voit bien le carré s'afficher dans des couleurs rouges croissantes. Et puis, on va pouvoir effectivement observer si l'envie nous prend de constater le lien qui est entre la variable rouge, par exemple, et la couleur rouge utilisée pour l'affichage. Voici une des possibilités offertes par Swift, Xcode 6 et le Playground.